sur le thème les libéralités graduelles et résiduelles transgénérationnelles. Alors, les libéralités graduelles et résiduelles ne figuraient pas dans le Code civil de 1804. Les premières, dénommées substitution fidéicommissaire, n'y étaient qu'exceptionnellement autorisées et sous des conditions très strictes, puisqu'elles obéissaient à un principe d'interdiction générale. Quant aux secondes, on parlait de legs de résiduaux, dont la pratique a d'abord été consacrée par la jurisprudence. Mais leur principe soulevait moins de difficultés. Ces libéralités successives ont été introduites dans le Code civil par la loi du 23 juin 2006 sous la nouvelle dénomination de libéralité graduelle et résiduelle. Alors, d'une part, les libéralités graduelles sont désormais permises, creusant ainsi une large brèche dans l'un des piliers de l'ordre public successoral, constitué par l'interdiction des substitutions fidéicommissaires. Par cette libéralité, le disposant impose au premier gratifié la charge de conserver sa vie durant le bien donné ou légué et de le transmettre à son décès au second gratifié. D'autre part, les libéralités résiduelles se voient consacrées. Cela conduit globalement à insérer dans le Code civil les solutions retenues par la jurisprudence jusque-là. Elles diffèrent des précédentes en ce que le premier gratifié est dispensé de l'obligation de conserver le bien. Il ne transmettra au second que ce qu'il en reste. Ces libéralités substitutives présentent une utilité incontestable, notamment du fait de l'allongement de la durée de vie qui incite à l'anticipation successorale. Au regard de leur traitement civil et fiscal, c'est lorsqu'elles sont consenties au sein de la famille qu'elles présentent le plus d'intérêt en pratique. On songe ainsi aux libéralités transgénérationnelles au sens strict, par lesquelles le disposant gratifie son enfant, puis son petit-enfant. Mais au-delà, elles s'avèrent également utiles pour un parent qui entend gratifier deux enfants successivement. Et dans des familles recomposées, elles permettent de concilier à la fois la protection du conjoint et la transmission aux enfants du disposant. L'aspect transgénérationnel mérite donc ici d'être entendu au sens large et non pas au sens des donations-partage transgénérationnelles où le petit-enfant recueillerait une part successorale au lieu et place de son père. Cela n'est pas permis ici, sauf à intégrer une libéralité graduelle ou résiduelle dans une donation-partage transgénérationnelle, et c'est alors évoquer les développements du professeur Grimaldi sur lesquels je ne saurais empiéter. Ce caractère transgénérationnel n'a donc pas la même portée que dans les donations-partage et ne les soumet d'ailleurs pas à un régime spécifique. Alors, afin de mieux cerner ces libéralités substitutives, nous envisagerons tout d'abord leurs notions ainsi que leur intérêt pratique avant d'aborder leurs conditions et leurs défis. Leurs notions. Alors, par une libéralité graduelle, le disposant impose donc au premier gratifié la charge de conserver le bien donné ou légué pendant sa vie et de le transmettre à son décès au second gratifié, lui-même désigné dans l'acte. Je donne mon appartement à Pierre, à charge pour celui-ci de le conserver et de le transmettre à son décès à Paul. Il n'y a pas de formule sacramentelle, mais cette double charge pour le grevé de conserver et de transmettre est déterminante de sa qualification. Cela la distingue de la libéralité résiduelle, en vertu de laquelle le premier gratifié n'est pas tenu de conserver le bien, mais seulement de transmettre à son décès le résidu, si résidu il y a. S'il ne reste rien, il ne transmettra rien. Ces libéralités s'exécuteront successivement au profit du premier, puis du second gratifié. Alors, il ne s'agit pas ici de désigner un gratifié de second rang, au cas où le premier ne pourrait pas ou ne souhaiterait pas en bénéficier. Là, il s'agirait d'une substitution dite vulgaire, qui est toujours permise et qui ne constitue qu'une seule libéralité. Au contraire, ici, deux libéralités sont consenties au profit des deux gratifiés et leur application sera successive dans le temps, avec une prise d'effet nécessairement au jour du décès du grevé. Quels sont les intérêts pratiques de ces libéralités? Leur intérêt est double, à la fois civil et fiscal. Alors, au plan civil, l'intérêt de ces libéralités est indiscutable en ce qu'elles permettent d'atteindre un objectif souvent recherché par le disposant, à savoir gratifier une personne qui appelle une protection particulière, spécialement un enfant handicapé ou le conjoint survivant, sans exclure définitivement les autres membres de la famille, à savoir les frères et sœurs ou les enfants d'un premier lit. Comme souvent,
Leur utilité civile doit être mise en perspective avec leur coût fiscal afin de déterminer leur portée pratique. En la matière, le droit fiscal suit le régime civil. Aussi, les deux gratifiés, étant réputés tenir leurs droits directement du disposant, se verront appliquer l'abattement et le tarif relatifs à leur lien avec celui-ci. Simplement, l'évaluation des biens aura lieu pour le premier gratifié lors de leur transmission par le disposant, tandis que pour le second, elle aura lieu au décès du grevé. En outre, les droits payés par le grevé seront imputés sur ceux dus par l'appelé, ce qui entraînera une minoration de ses droits. Le notaire pourra y avoir recours dans différentes situations afin de répondre à des besoins divers. Ainsi en va-t-il par exemple du grand-père, soucieux de voir un bien de famille le rester. Il lègue le dit bien à son fils, à charge de le conserver et le transmettre à son propre fils. Il s'agit de l'exemple type de la libéralité transgénérationnelle, pourtant elle risque d'être peu pratiquée au regard de son coût fiscal. En effet, le premier gratifié bénéficiera d'un abattement de 100 000 €, puis d'une taxation en ligne directe, ce qui est favorable. Le petit-fils, en revanche, étant réputé tenir ses droits directement de son grand-père, eh bien, les droits de succession seront déterminés selon leur lien de parenté. L'abattement applicable sera donc de 1 594 €, et au regard de la faible imposition du premier, le montant des droits déduits de ceux dus par le second sera peu élevé. Autre cas de figure, le père soucieux de mettre à l'abri son fils handicapé, mais également d'assurer in fine la transmission du bien à son second fils. Il lègue par exemple un appartement au premier, à charge pour celui-ci de le conserver et de le transmettre à son décès au second. Dans ce cas, la fiscalité est optimisée puisque chaque enfant est réputé tenir ses droits de son père, ce qui conduira à appliquer l'abattement de 100 000 € aux deux libéralités successives, ainsi que les taux en ligne directe. Celle-ci sera d'autant plus intéressante que les droits payés par le premier seront ici aussi déduits des droits dus par le second, et donc, même en cas d'augmentation de la valeur du bien entre le décès du disposant et celui du premier gratifié, ces droits s'en trouveront minorés. Une libéralité résiduelle pourrait utilement y être associée afin de donner les moyens de sa subsistance à cet enfant handicapé qui éprouverait quelques difficultés à travailler. Il se trouve ainsi gratifié du solde d'un compte bancaire et ne transmettra que ce qu'il n'aura pas dépensé au second gratifié. Là encore, avec le même régime fiscal favorable. La libéralité graduelle peut enfin s'avérer utile dans des familles recomposées. Elle permet d'assurer la protection du conjoint survivant, ainsi que la transmission des biens aux enfants du disposant. Un mari peut ainsi léguer certains biens à sa seconde épouse, à charge pour elle de les conserver et les transmettre à son décès à ses enfants d'un premier lit. Cela permet, en outre, d'éviter le recours à des techniques détournées de leur finalité première, telles que l'adoption par le conjoint des enfants du premier lit du disposant, qui était jusque-là la seule solution. Et d'un point de vue fiscal, cette libéralité est particulièrement avantageuse, puisque l'épouse se trouve ainsi exonérée du paiement des droits de succession, et lorsqu'elle décédera, les enfants du disposant bénéficieront de l'abattement de 100 000 € entre parents et enfants, et du tarif applicable en ligne directe, puisqu'ils sont réputés les avoir reçus de leur père. Voici exposés leurs multiples intérêts. Quelles sont à présent les conditions de ces libéralités? Alors, la plupart des conditions sont communes aux libéralités graduelles et résiduelles, puisque pour ces dernières, il est fait renvoi aux règles édictées par les premières. Aussi, nous traiterons des règles communes en envisageant ponctuellement leurs spécificités respectives. Alors, tout d'abord, les conditions relatives aux personnes. Les deux gratifiés peuvent désormais être librement choisis, en l'absence comme en présence de lien de parenté avec le disposant. En revanche, le premier gratifié ne peut pas être une personne morale, puisque par hypothèse, elle ne peut pas décéder, mais le second le pourrait. La charge de conserver et de transmettre, ou seulement de transmettre, ne peut être imposée qu'à un seul degré. Et si elle était imposée sur plusieurs degrés, elle ne serait valable qu'entre le premier et le second gratifié, mais serait réputée non écrite pour les degrés suivants. Ensuite, quelles sont les conditions relatives à l'objet de la libéralité? Alors, il y a davantage de discussions à ce sujet.
Cette libéralité doit porter non seulement sur un bien identifiable, mais en outre, il doit subsister en nature au décès du premier gratifié. D'une part, ces libéralités ne peuvent produire leur effet que sur des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission. Cette exigence vise bien sûr à garantir les droits du second gratifié. À l'évidence, les corps certains constituent l'objet de prédilection de ces libéralités. Mais une somme d'argent, chose de genre par excellence, peut-elle en faire l'objet? Parmi les choses de genre, les valeurs mobilières sont expressément visées par l'article 1049. Faut-il alors en déduire, à contrario, que les autres choses de genre en sont exclues? Tel n'est pas notre avis, dès lors qu'elles sont identifiables. Alors, dans quelle mesure une somme d'argent peut-elle être considérée comme identifiable? La seule mention de la somme, qui permet bien sûr de déterminer l'objet de la libéralité, ne semble pas suffire. D'ailleurs, la Cour de cassation avait censuré des juges du fond qui n'avaient pas recherché si les sommes d'argent étaient individualisées. Il nous semble que l'identification d'une somme d'argent requiert deux choses: l'indication de son montant, ainsi que son individualisation en l'isolant sur un compte bancaire déterminé. À ces conditions, il est donc possible de consentir une libéralité graduelle ou résiduelle d'une somme d'argent. En revanche, certains évoquent le nécessaire recours à une clause d'emploi pour la libéralité graduelle. Pourtant, elle ne nous paraît pas d'une quelconque utilité. En effet, celle-ci aurait pour effet de modifier l'objet de la libéralité par le jeu d'une subrogation réelle conventionnelle en faisant porter a posteriori la charge sur le bien acquis en remploi. Or, non seulement la libéralité serait bien consentie ab initio sur une somme d'argent, ce qui ne règle pas le problème de son identification à la date de sa transmission par le disposant, qui est requise, mais en outre, la subrogation nous paraît peu compatible avec cette libéralité qui implique la subsistance des biens donnés en nature au décès du grevé. La libéralité résiduelle, excluant quant à elle par nature le jeu de la subrogation, la clause d'emploi n'y est pas envisageable. Autre interrogation, une libéralité graduelle ou résiduelle peut-elle porter sur une universalité comme une quote-part de biens successoraux? En d'autres termes, un tel legs universel ou à titre universel serait-il valable? L'hésitation est permise. Cette possibilité était admise pour les rares substitutions autorisées avant la loi de 2006, mais certains auteurs excluent désormais catégoriquement cette possibilité. Il nous semble néanmoins que cette exigence d'identification peut se concilier avec certains legs universels ou à titre universel. Le legs à titre universel, qui porte sur tous les immeubles ou sur l'ensemble des meubles de la succession, paraît viser des biens suffisamment identifiables pour être valablement réalisés. Cela ne serait pas le cas en revanche du legs d'une quote-part de la succession, comme par exemple celui d'un dixième de la succession. Le legs universel nous semble également possible puisqu'il porte sur tous les biens composant la succession, mais ce, à deux conditions. 1, qu'il soit réalisé en l'absence d'héritiers réservataires, car leur présence conduirait à des indivisions peu compatibles à notre sens avec l'exigence d'identification au jour de la transmission. Et 2, qu'un inventaire soit effectué par le premier gratifié au décès du disposant afin d'identifier tous les biens successoraux ainsi transmis. Il appartiendra alors aux notaires de conseiller à leurs clients désireux de faire un legs graduel ou résiduel universel d'insérer une clause expresse dans leur testament imposant au premier gratifié la réalisation d'un inventaire des biens objets de la libéralité dès le décès du disposant. D'autre part, deuxième condition, l'effet de la libéralité est subordonné au fait que les biens subsistent en nature au décès du grevé. Concernant la libéralité graduelle, est-ce que, en vertu de l'autonomie de la volonté, le disposant pourrait autoriser la vente du bien donné ou légué tout en prévoyant le report de la charge de conserver et de transmettre sur le nouveau bien subrogé? Certains estiment que le disposant pourrait prévoir une clause de subrogation conventionnelle. Et tel n'est pas notre avis. En effet, l'essence de la libéralité graduelle réside dans la conservation des biens. Et si elle est exceptionnellement autorisée pour les valeurs mobilières, en raison de leur nature
qu'implique cette gestion dynamique, c'est bien qu'elle est prohibée pour le reste. D'ailleurs, le principe demeure de la prohibition des substitutions en dehors de celles expressément autorisées par la loi. Cette exception doit donc être interprétée strictement dans ce contexte d'ordre public successoral. Néanmoins, il existe en pratique un moyen simple de dépasser cette contrainte en apportant les biens à une société préalablement à la réalisation de la libéralité. Ce sont alors les parts de SCI qui font l'objet de la libéralité et sur lesquelles porte la charge de conserver et de transmettre. Les biens mis en société pourront, eux, être vendus librement. Concernant la libéralité résiduelle, le second gratifié se verra transmettre le seul résidu, c'est-à-dire les biens subsistant en nature, ce qui exclut, sans la moindre interrogation, le jeu de la subrogation réelle. Par conséquent, l'aliénation du bien par le grevé priverait le second gratifié de ses droits sur le produit de la vente ou sur les nouveaux biens acquis. Il en va de même, si le bien a été intégralement détruit, les droits du second gratifié ne se reporteront pas sur l'indemnité d'assurance. Exception doit à nouveau être faite des valeurs mobilières pour lesquelles le jeu de la subrogation réelle est expressément admis. C'est le portefeuille, vu comme un tout, qui fait l'objet de la libéralité. Celui-ci étant analysé en une universalité de faits, les aliénations des titres ne font alors pas obstacle à la transmission des nouveaux titres au second gratifié. Maintenant, la forme de la libéralité. Alors, la libéralité peut emprunter indifféremment la forme d'une donation partage ou d'un testament, en respectant les règles de forme. Une question se pose néanmoins. Est-ce qu'une libéralité graduelle ou résiduelle pourrait être réalisée par une donation entre époux dernier vivant? La donation entre époux dernier vivant, qui déroge au principe de prohibition des pactes sur succession future, n'est autorisée qu'entre époux pendant le mariage ou par le contrat de mariage, ou bien au profit des époux par un tiers dans le contrat de mariage. Aussi, un tiers, et ce même s'il s'agit d'un enfant du couple, ne saurait être substitué à un époux. Il n'est donc pas possible de prévoir une donation entre époux au dernier vivant, graduelle ou résiduelle. Par conséquent, le notaire pourra conseiller aux disposants qui souhaiteraient gratifier son conjoint par un legs graduel ou résiduel de recourir à un testament en modifiant le cas échéant la donation de biens à venir. Il pourra alors lui consentir un legs à titre particulier ou un legs à titre universel en présence d'héritiers réservataires. À présent, les effets de ces libéralités. Tout d'abord, les effets de la libéralité graduelle. Quant au pouvoir des parties, du fait de l'effet successif de la libéralité, deux périodes se succèdent. Première période, du vivant du premier gratifié. Celui-ci est plein propriétaire du bien par l'effet de la première libéralité. Le second gratifié n'a alors que des droits éventuels qui dépendent de sa survie. C'est dire que le premier gratifié, par exemple l'enfant handicapé du disposant, pourra y trouver une source de revenus tout au long de sa vie. Mais ses créanciers, bien sûr, peuvent également saisir le bien. Par ailleurs, comme tout propriétaire, il peut accomplir des actes d'administration et même en théorie de disposition. Néanmoins, pourrait-il vendre le bien donné en dépit de la charge de le conserver et le transmettre? Alors à cet égard, une contradiction entre les articles 1048 et 1049 soulève une difficulté d'interprétation. D'une part, le grevé a l'obligation de conserver le bien pour le transmettre, ce qui semble s'opposer à son aliénation. Mais d'autre part, l'efficacité de la charge est subordonnée à la présence du bien en nature dans la succession, ce qui laisse à penser que l'aliénation serait au contraire valable. Mais alors, si la conservation est facultative, nous serions plutôt en présence d'une libéralité résiduelle que d'une libéralité graduelle. Pourtant, quel intérêt d'exiger la publicité de la charge grevant les immeubles, si ce n'est pour la rendre opposable au tiers? Et cela ferait alors pencher pour l'anéantissement rétroactif de la vente. Alors, devant cette incertitude, nous inciterons le notaire à manifester à tout le moins quelques réticences à passer cette vente qui l'expose au risque d'engager sa responsabilité. En outre,
l'on ne saurait que trop lui conseiller d'insérer dans toute libéralité graduelle une clause d'inaliénabilité du vivant du premier gratifié. Cela permettra non seulement d'éviter ces difficultés, mais présentera l'avantage de rendre le bien à la fois incessible et insaisissable. Du vivant du grevé, le second gratifié pourra, lui, simplement accomplir des actes conservatoires, comme ceux interruptifs de prescription, et interdire au premier des actes matériels compromettant la restitution des biens. Si d'aventure le second gratifié venait à décéder avant le premier, eh bien la charge serait caduque, et cela aurait pour effet de consolider les actes passés par le premier gratifié, sauf si le disposant a prévu un second gratifié de second rang, auquel cas la charge serait maintenue et les actes passés anéantis. Deuxième période, au décès du premier gratifié. Ce décès entraîne la substitution. Le second gratifié devient alors plein propriétaire du bien sans rétroactivité. Il n'est pas l'ayant droit du grevé, mais est réputé tenir ses droits directement du disposant. Le bien n'entre pas dans la succession du premier gratifié. Le bien est transmis franc et quitte de droit réel constitué du chef du grevé. Les actes de disposition éventuellement réalisés par celui-ci sont rétroactivement anéantis dès lors que la charge grevant l'immeuble a été publiée. Lors de la transmission au grevé, il se peut que la libéralité graduelle lui permette de recevoir sa part de réserve, et ce, en tout ou partie. Dans ce cas, le grevé est libre de l'accepter ou d'en solliciter le cantonnement à la quotité disponible. Sur ce point, il convient de distinguer la donation du legs graduel. Alors, pour la donation graduelle, tout d'abord, s'il accepte que la substitution grève sa réserve, les appelés sont alors automatiquement l'ensemble de ses enfants nés ou à naître, c'est-à-dire que le disposant perd sa liberté de désignation et la liberté transgénérationnelle est ici imposée. D'autre part, s'il refuse que la charge grève sa réserve, il pourra demander à ce que cette dernière en soit libérée, puisqu'elle doit être dévolue libre de charge d'après l'article 912. Ainsi, par exemple, voici un disposant qui a consenti à l'une de ses filles une libéralité graduelle en avance de part successorale de 200 000 euros. Celle-ci doit s'imputer sur la réserve individuelle de sa fille, qui s'élève également à 200 000 euros. La libéralité s'imputera totalement sur sa réserve, et celle-ci pourra demander à ce que la réserve soit libérée de cette charge. Dans ce cas, la donation graduelle sera convertie en une donation simple. Mais la volonté du disposant ne sera pas respectée. Si le bien donné maintenant est indivisible, par exemple un immeuble, comment procéder au cantonnement de l'assiette de la charge? Comment imposer la charge de conserver et de transmettre sur une partie de l'immeuble seulement, sans affecter le principe de la dévolution de la réserve transmise libre de toute charge? Alors, dans une telle situation, certains estiment qu'il faut, à l'instar de la réduction, raisonner en termes de quote-part. La propriété du bien grevé serait, pour une quote-part, donc correspondant à l'atteinte à la réserve héréditaire, libérée de la charge de conserver et de rendre. Cette solution a le mérite de respecter la volonté du disposant, mais nous paraît peu pragmatique. Ne conduit-elle pas de fait à rendre le bien indisponible pour le tout, et donc y compris pour la réserve? Aussi, nous préférons retenir une autre solution, plus radicale mais plus réaliste, consistant à considérer que le cantonnement de l'assiette de la charge est ici impossible. Et puisque celle-ci ne peut pas être imposée sur la réserve, la charge doit être annulée en son entier. Cette solution, qui met à mal la volonté du disposant, se justifie par le respect de la réserve héréditaire. Alors finalement, consentir cette donation hors part successorale pourrait a priori résoudre les difficultés liées au cantonnement de la charge, puisqu'elle est imputée totalement sur la quotité disponible. Néanmoins, encore faut-il que le disposant possède suffisamment de biens pour que le premier gratifié soit alloti de sa réserve par ailleurs. D'autre part, et plus rapidement, concernant le legs graduel, le grevé, n'étant pas susceptible de consentir à la charge sur sa réserve, il dispose ici d'1 an à compter du jour où il a connaissance du testament pour demander que sa part de réserve soit libérée de la charge en tout ou partie. Une fois ce délai passé, il doit assumer l'exécution de la charge. Donc ici, encore moins que pour la donation graduelle, le disposant ne peut être assuré du respect de sa volonté. Enfin,
les effets de la libéralité résiduelle. Alors, pendant la première période du vivant du premier gratifié, celui-ci est plein propriétaire du bien. Il n'a donc pas à rendre compte de sa gestion au disposant. En principe, la charge de transmettre le résidu permet au premier gratifié de disposer librement du bien entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, sans que la validité de cet acte ne puisse être mise en cause, même après le décès. Néanmoins, le disposant peut limiter le pouvoir de disposer du bien aux seuls actes à titre onéreux et interdire les donations. En revanche, le grevé ne saurait léguer les biens ni consentir une donation entre époux dernier vivant, dans la mesure où cela ferait obstacle au jeu de la charge. Il y a lieu de s'interroger sur l'absence de renvoi à la disposition qui prévoit le cantonnement de la charge à la quotité disponible. Est-ce à dire que la charge résiduelle pourrait être imposée sur la réserve du premier gratifié? Il n'en est rien selon nous. En effet, une disposition spécifique aux libéralités résiduelles prévoit que, par dérogation, lorsqu'une donation résiduelle en avance de part successorale a été consentie à l'héritier réservataire du disposant, il conserve alors tous les pouvoirs de disposer de ses biens à titre gratuit, que ce soit par donation ou testament. Cela revient à libérer la réserve de sa charge et explique cette absence de renvoi. Néanmoins, cette disposition peut surprendre en ce que cette liberté totale de disposition, c'est-à-dire le retrait de la charge, est imposée sur l'intégralité de la libéralité sans que ne soit prévu le maintien de la charge sur la quotité disponible. Or, si la donation en avance de part successorale dépasse la réserve du premier gratifié, l'excédent s'imputera sur la quotité disponible et pourrait, dans cette mesure, tout à fait être compatible avec la charge. La deuxième période, au décès du premier gratifié, ce qui subsiste en nature de sa libéralité est transmis au second gratifié sans rétroactivité. Là encore, le reliquat de la libéralité ne fait pas partie de la succession du premier gratifié, à laquelle elle ne sera ni réunie fictivement, ni potentiellement réductible. En conclusion, les libéralités graduelles et résiduelles apparaissent d'une grande utilité pour répondre à des préoccupations majeures de notre société. Elles bénéficient en outre d'une fiscalité avantageuse dans la plupart des cas. Faisons le vœu que les notaires s'en emparent désormais, en dépit des quelques difficultés liquidatives qu'elles comportent et que Maître Schott va à présent évoquer. Je vous remercie.